Avez-vous déjà éprouvé cette sensation d'être littéralement noyé sous les exigences, les pressions et les imprévus du quotidien? Il arrive parfois que l'on se demande comment garder intacte sa sérénité face à l'accumulation des contraintes ou à la succession d'aléas qui mettent notre patience à l'épreuve. Dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que tout se précipite sans nous laisser de répit, et l'on se sent alors incapable de ralentir le flux. Il n'est pas rare non plus de se demander où puiser la force de se maintenir à flot, surtout lorsqu'on voit d'autres personnes parvenir à rester remarquablement calmes dans des circonstances similaires. Il existe depuis des siècles de nombreuses réflexions à ce sujet. L'une d'entre elles nous vient de la philosophie stoïcienne, qui propose une perspective singulière sur la question de la force émotionnelle. Contrairement à un préjugé assez répandu, les stoïciens ne cherchèrent pas à devenir insensibles ou à supprimer toute émotion. Ils reconnaissaient plutôt l'importance de ne pas laisser les affects gouverner nos comportements de manière incontrôlée. Ils insistaient sur la possibilité d'accueillir pleinement ces ressentis, tout en gardant la main sur la façon d'y répondre. Avant d'explorer certains principes stoïciens concrets, il me paraît utile d'évoquer le contexte historique de cette philosophie, afin d'illustrer comment certains de ses représentants vivaient ces idées, dans un monde loin d'être simple ou indulgent. Il est facile d'imaginer le stoïcisme comme une théorie purement intellectuelle, mais nombre de ces figures emblématiques ont affronté des événements dramatiques et des difficultés considérables. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, devait composer avec la menace de guerre, les intrigues de palais et la gestion d'un immense empire. Épictète était un ancien esclave qui avait connu la privation de liberté et les abus d'un maître avant de devenir un enseignant respecté. Sénèque était conseiller impérial et se trouvait confronté à toutes sortes de situations périlleuses dans l'entourage de Néron. Ceux qui ont laissé des écrits nous parlent d'un art de vivre qui repose sur une attention aiguë à soi-même et au monde, et sur quelques repères fondamentaux dont il convient de se souvenir dès que la tempête intérieure nous menace. Dans les pages qui suivent, vous trouverez une discussion plus approfondie sur certaines de leurs idées. Elles sont présentées sous une forme qui, je l'espère, vous parlera de manière concrète, afin que vous puissiez les intégrer à votre quotidien. Je me permettrai également de partager ici et là quelques anecdotes moins connues concernant l'un ou l'autre de ces penseurs, ainsi qu'un court récit personnel sur la manière dont j'ai découvert la puissance de certains de ces principes, alors que j'étais moi-même encore très jeune et en proie à de multiples doutes sur mon avenir. Commençons par l'une des intuitions majeures du stoïcisme, la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Épictète affirmait que nous ne pouvons pas modifier tout ce qui nous entoure, mais que nous pouvons déterminer la façon dont nous nous impliquons, dont nous réagissons, dont nous interprétons les faits. Pour illustrer ceci, il arrivait que certains philosophes de l'époque recourent à des exercices extrêmes. Historien Diogène Laërce raconte qu'un disciple de Zénon, fondateur du stoïcisme, s'entraînait à rester impassible au milieu du tumulte d'un marché pour éprouver sa capacité à se concentrer uniquement sur ses propres réactions et non sur les cris de la foule ou les provocations des passants. Cet exemple peut paraître radical, mais il témoigne d'une pratique réelle de la philosophie stoïcienne où l'on testait la solidité de son esprit dans des contextes inconfortables afin de s'exercer à résister aux perturbations extérieures. Dans la vie moderne, l'idée reste d'une grande actualité. Chaque matin, il est facile de se sentir déjà en retard, la tête remplie d'angoisse concernant tel ou tel problème. On se projette dans des scénarios négatifs, où on ressasse des contrariétés passées. La recommandation stoïcienne est de prendre quelques minutes, peut-être même avant de quitter le lit, pour clarifier ce sur quoi l'on a réellement une marge de manœuvre. Le simple fait de se dire « Je ne peux pas changer la météo, je ne peux pas non plus garantir la bonne humeur de mon responsable au travail, mais je peux choisir la façon de me préparer. Je peux travailler ma patience. Je peux ajuster mon emploi du temps de façon à mieux gérer mes priorités, fait déjà une différence considérable. » Ce recentrage sur ce qui dépend de nous a pour effet immédiat d'apaiser une partie de l'inquiétude et de redonner un sentiment de contrôle minimal. Un autre volet crucial du stoïcisme consiste à examiner la façon dont nous laissons nos émotions prendre le dessus. Qui n'a jamais, sous le coup de la colère, proféré des mots qui dépassaient sa pensée? Le point de vue stoïcien n'est pas de condamner l'émotion elle-même, mais la réponse irréfléchie qu'elle peut engendrer. À cet égard, il est fréquent que l'on regrette, quelques instants plus tard, d'avoir agi ou parlé de manière impulsive.
Les stoïciens insistaient donc sur l'importance de prendre un bref moment de recul lorsque l'émotion monte. Un exercice qui peut paraître anodin consiste à se forcer à respirer profondément pendant 5 ou 10 secondes, avant de prononcer une phrase désagréable, avant d'envoyer un message cinglant, ou même avant de céder à la panique. Cette simple pause aide à stabiliser le mental et à juger plus sereinement de la pertinence de l'action que l'on envisage de poser. Pour renforcer cette posture, les philosophes de l'époque pratiquaient régulièrement un examen de conscience. Le soir venu, ils se demandaient comment ils avaient géré chaque situation. Sénèque, dans certains de ses écrits, rapporte qu'il avait coutume de repasser mentalement les moments de la journée pour déterminer s'il avait failli à ses propres principes, s'il s'était emporté sans raison, ou s'il avait fait preuve de courage et de sincérité. Cet exercice, à la fois simple et exigeant, permettait de prendre conscience de ses défauts, de souligner ses réussites et surtout, de ne pas retomber continuellement dans les mêmes travers. Dans ma propre expérience, j'ai découvert la pertinence de ces idées alors que j'étais encore un jeune homme. J'avais alors la vingtaine et, comme beaucoup, je naviguais entre des études stressantes, de petits boulots alimentaires, et le désir d'accomplir quelque chose de grand. Or, je me laissais souvent gagner par la peur de l'échec ou par un sentiment d'impuissance. J'avais tendance à réagir de manière excessive à la moindre contrariété, que ce soit un commentaire négatif ou un problème financier imprévu. Je me souviens précisément de la journée où j'ai mis la main sur un livre regroupant des lettres de Sénèque. Son insistance sur le fait que notre paix intérieure dépend bien plus de nos pensées que des événements extérieurs a eu sur moi un effet libérateur. J'ai commencé à me demander, devant chaque difficulté, si j'étais en train de me concentrer sur ce que je pouvais faire pour améliorer la situation, ou bien si je restais passif, simplement en train de me lamenter sur une injustice. Ce petit changement de perspective a eu un impact important. J'ai appris peu à peu à me calmer avant de réagir. Et j'ai découvert que mes comportements devenaient plus constructifs, moins guidés par le stress ou l'agressivité. Dans ce contexte, il est intéressant d'évoquer un exemple rare, et parfois oublié, concernant Musonius Rufus, un philosophe stoïcien moins célèbre que Sénèque ou Épictète, mais néanmoins très respecté de son temps. Musonius Rufus était connu pour son enseignement, dans lequel il soutenait que l'on ne devait pas uniquement pratiquer la philosophie par la parole, mais aussi par l'exercice concret de la vertu. D'après certains témoignages, il encourageait ses disciples à effectuer des travaux agricoles et à mener une vie modeste pour se confronter aux contraintes réelles de la nature et de la communauté, plutôt que de rester dans une tour d'ivoire à débattre de concepts abstraits. Il estimait que l'on ne pouvait pas prétendre être stoïcien en se contentant de discours. Il fallait s'engager dans la pratique, y compris physique, pour renforcer sa volonté et sa résistance au malaise. Voilà un exemple qui montre combien ces philosophes, aussi anciens soient-ils, avaient une approche très pragmatique du développement personnel. Un autre aspect que les stoïciens mettent en avant est la nécessité de l'honnêteté envers soi-même. Il est tentant de blâmer sans cesse le monde ou le comportement des autres, mais les stoïciens rappellent que notre principale marge de manœuvre réside dans notre introspection et nos choix intérieurs. On gagne donc à repérer, sans complaisance, nos erreurs, nos contradictions et même nos mensonges intimes. Admettre, par exemple, que l'on a laissé la jalousie ou la peur dicter une attitude peut être douloureux sur le moment, mais ouvre la possibilité de s'améliorer. Tout ce qui est repoussé dans l'ombre ou nié continue de nous peser. Le moment où l'on met en lumière un trait de caractère nuisible et où l'on accepte de travailler dessus devient alors un tremplin vers davantage de cohérence personnelle. Cette sincérité envers soi prend du temps à s'installer. Les stoïciens préconisaient un travail régulier d'examen, parce que l'être humain a tendance à trouver des excuses pour protéger son ego. Or, on ne construit pas une véritable force émotionnelle en s'enfermant dans la dissimulation ou en inventant des justifications. Les philosophes de l'Antiquité, dont les conditions de vie n'étaient pas nécessairement faciles, y voyaient un impératif pour ne pas sombrer dans l'hypocrisie ou le désespoir. Une autre habitude souvent évoquée concerne la gratitude. Dans notre société moderne, nous nous comparons fréquemment à des personnes qui nous paraissent plus avancées, mieux dotées, plus chanceuses. Il en résulte un sentiment d'insatisfaction chronique. Les stoïciens, au contraire, suggèrent de considérer ce que nous possédons déjà, qu'il s'agisse de qualités, de relations, ou même d'opportunités. Dans un monde où la fatalité et la maladie étaient monnaie courante,
Éprouver de la reconnaissance pour des choses simples comme la santé ou la présence d'amis avait un sens très concret. Ce sentiment de gratitude n'exclut pas la volonté de progresser ou de réussir, il la rééquilibre. On raconte par exemple que le stoïcien Cléanthe, successeur de Zénon, avait un caractère très modeste. Il était si pauvre qu'il travaillait la nuit pour subvenir à ses besoins, tout en étudiant le jour. Malgré cette condition précaire, il aurait exprimé sa reconnaissance pour la possibilité même d'accéder à la connaissance et à la compagnie de maîtres qu'il admirait. Il voyait dans cette modeste existence un défi formateur, plutôt qu'une injustice à déplorer. Une telle attitude, transposée de nos jours, peut nous inciter à reconsidérer ce que nous appelons « manque » et à nous recentrer sur les multiples ressources déjà présentes dans nos vies. Cette perspective de la gratitude s'avère intimement liée à l'acceptation de la perte. Les stoïciens répétaient que tout est transitoire, la jeunesse, la santé, les biens matériels, la réussite sociale. Ils ne voyèrent pas cela comme un appel au fatalisme, mais comme un rappel à saisir ce qui est à notre portée, tout en nous préparant au fait que le changement reste la seule constante de la vie. Lâcher prise lorsque les circonstances nous ôtent quelque chose, un emploi, une relation ou un rêve, ne signifie pas n'éprouver aucune tristesse, mais se garder de cultiver une amertume sans fin. Sur ce point, l'exemple de l'empereur Marc Aurèle est particulièrement éloquent. Il a dû gérer des guerres aux frontières, des difficultés familiales, et même des épidémies ravageuses. Il aurait pu passer son temps à s'apitoyer sur ces épreuves, mais ses pensées pour moi-même montrent au contraire qu'il cherchait, dans le moindre revers, un moyen de développer davantage sa compassion, sa clairvoyance et son humilité. Il évoque souvent la brièveté de l'existence et la nécessité de se concentrer sur ce qui est essentiel. Cette capacité à se focaliser sur l'essentiel renvoie à la détermination de priorités claires. À force de courir dans tous les sens, absorbés par des préoccupations mineures ou dictées par l'extérieur, nous nous épuisons inutilement. Les stoïciens rappellent que l'on gagne à prendre du recul pour identifier les quelques domaines fondamentaux qui méritent notre énergie. Il est si facile, dans le monde d'aujourd'hui, de se perdre dans le flux d'informations, de tâches, de notifications, que l'on en oublie le but principal. Or, dès lors que l'on sait ce qui compte vraiment, on peut cesser de gaspiller nos ressources à répondre à toutes les sollicitations. Ce discernement s'appuie souvent sur une forme de détachement mental. Ce détachement n'est pas une démission. Il s'agit plutôt de maintenir une certaine distance intérieure par rapport à l'opinion d'autrui, aux pressions culturelles ou aux fluctuations incessantes des événements. Le stoïcien n'est pas un être froid, mais une personne qui sait qu'il est vain de se laisser aller à des réactions épidermiques à chaque stimulus externe. Cela se rapproche de l'idée d'être au centre d'une tempête tout en préservant un havre de paix en son cœur, afin de garder le contrôle de ses choix. Enfin, il est souvent recommandé de se fixer un objectif clair pour la journée, même s'il est très modeste. Nous entamons parfois nos matins sans savoir véritablement ce que nous voulons accomplir, hormis répondre à nos innombrables obligations. Les stoïciens insistent toutefois sur la nécessité d'agir conformément à un dessein personnel, ne serait-ce que pour quelques heures. Il peut s'agir de prendre soin de quelqu'un, d'améliorer une compétence, de terminer une tâche qui nous tient à cœur. Dans le tourbillon actuel, disposer d'un petit but concret donne une direction à nos efforts et nous protège de l'impression de n'avoir fait que réagir à la journée, au lieu de la construire. Il me tient à cœur de revenir, pour conclure, sur la manière dont la mise en pratique de ces principes peut transformer en profondeur notre rapport aux difficultés. Dans mes premières années de vie active, j'ai eu l'occasion de constater que l'adoption progressive de ces approches stoïciennes induisait un sentiment de stabilité émotionnelle que je n'aurais pas cru possible. Je ne suis certes pas devenu infaillible ni inébranlable, mais j'ai pu remarquer que les critiques, les revers ou les imprévus cessaient de m'ébranler avec la même intensité qu'auparavant. Au lieu de perdre mon sang-froid, je parvenais à prendre quelques instants de recul, à classer ce qui dépendait de moi et ce qui m'échappait, et à avancer avec plus de lucidité. Ce témoignage n'a pas pour but de dire qu'il suffit de lire Marc Aurèle ou Épictète pour tout régler d'un coup. Il faut une certaine persévérance pour ancrer ses habitudes dans la vie quotidienne. Chaque progrès invite d'ailleurs à faire un nouvel effort. Les stoïciens eux-mêmes rappelaient qu'ils étaient loin d'être parfaits. Néanmoins, à force de pratiquer la réflexion quotidienne, l'attention à ses émotions, la gratitude et le lâcher-prise, on acquiert un sentiment de maîtrise intérieure qui apaise beaucoup de nos peurs et de nos tensions.
Il est essentiel de prendre conscience, à ce stade, de tout ce que ce chemin peut vous apporter. Les vertus stoïciennes, comme le courage, la sagesse, la tempérance ou la justice, ne sont pas de simples mots. Elles se traduisent concrètement par un esprit plus calme, une meilleure gestion du stress, une relative indifférence au regard critique d'autrui lorsqu'il n'est pas constructif, et, par conséquent, une présence plus authentique dans ses relations. S'il vous arrive d'être submergé, rappelez-vous que cette philosophie n'exige pas de vous que vous deveniez impassible du jour au lendemain, mais que vous fassiez, jour après jour, quelques pas dans la bonne direction. Encouragez-vous à mettre en pratique ces principes dès maintenant, même s'il ne s'agit que d'un seul. Il est préférable d'assimiler peu à peu un changement plutôt que d'essayer de tout révolutionner en même temps. Il peut s'agir de commencer la journée en distinguant ce que vous pouvez ou non contrôler, ou de noter chaque soir les situations dans lesquelles vous avez su garder votre calme, ou, au contraire, céder à l'impulsion. L'important est de persister malgré les échecs ou les rechutes. Le stoïcisme souligne justement la répétition, l'exercice, la disposition d'esprit. N'hésitez pas non plus à vous rappeler que de nombreux penseurs, à des époques bien plus difficiles que la nôtre, où la guerre et la maladie étaient omniprésentes, ont su trouver dans ces principes la force de ne pas sombrer dans le désespoir. Leurs anecdotes, parfois rares et oubliées, comme celle de Musonius Rufus qui enseignait autant par la terre qu'entre les murs d'une salle, nous montrent que ces idées n'étaient pas de simples abstractions. Elles guidèrent bel et bien des actes concrets, parfois déroutants, mais révélateurs d'un engagement total dans le perfectionnement de soi. Il est particulièrement inspirant de prendre conscience de cette réalité. La force émotionnelle n'est pas une qualité innée, réservée à quelques élus. Elle se cultive, elle est le fruit d'une discipline qui ne dépend pas de la chance ou du milieu social, mais d'une volonté de revenir à l'essentiel et de reconnaître là où se situe notre pouvoir. En prenant le temps d'adopter un regard sincère sur nos pensées, en apprenant à faire une pause quand l'émotion s'enflamme, en célébrant ce qui fonctionne déjà dans notre existence, en acceptant que la perte fasse partie du jeu, en clarifiant nos vraies priorités, en développant un sain détachement face à la frénésie ambiante, et en fixant un petit objectif concret chaque jour, on construit en soi un ancrage stable. Cette pratique vous permettra, au fil des semaines et des mois, de réaliser à quel point il est possible de transformer votre rapport au stress, aux critiques, à l'incertitude. Vous ne deviendrez pas insensible, vous deviendrez plus conscient et plus délibéré dans vos réactions. Vous aurez la joie de constater que certaines situations qui autrefois vous terrifiaient ou vous irritaient profondément vous laissent maintenant relativement serein, parce que vous avez acquis le réflexe de vous demander « Quelle est la part qui dépend de moi ? Comment puis-je y répondre sans céder à la panique ni à la colère ?» En vous rendant pleinement compte de la puissance de cette démarche, vous trouverez alors l'envie de continuer à progresser. Vous comprendrez surtout que chaque épreuve peut devenir l'occasion d'exercer ses vertus, à la manière dont un sportif voit dans chaque entraînement, voire chaque compétition, une opportunité d'améliorer sa technique et son endurance. Prenez donc la mesure de ce qu'implique cette responsabilisation. Cessez de remettre systématiquement la faute sur les événements ou les autres, et choisir de fortifier son monde intérieur. Cette responsabilité est une chance, car elle signale que vous n'êtes plus dépendant à 100% du hasard ou de l'opinion générale. Vous disposez de leviers profonds pour forger une manière d'être plus solide et plus épanoui. Allez-y avec détermination et sans impatience. Rien ne vous presse, sinon le désir sincère de vivre plus pleinement et de manière plus sereine. À chaque fois que vous vous surprendrez à ressasser un souci qui vous dépasse, rappelez-vous ce que disaient les stoïciens. La véritable source de notre trouble réside souvent dans le jugement que nous portons sur une situation, bien plus que dans la situation elle-même. Si le jugement change, le trouble se dissipe ou s'atténue. Vous pouvez ajuster votre regard, votre interprétation, et découvrir aussitôt un soulagement qui semblait impossible quelques minutes plus tôt. Prenez donc un instant pour réfléchir. Quel est l'aspect de votre vie où vous vous sentez le plus vulnérable, le plus soumis à l'inquiétude ou à l'irritation? Pouvez-vous, dès maintenant, appliquer ne serait-ce qu'un seul de ces principes, un seul de ces exercices, pour commencer à réorienter votre comportement et votre pensée? En faisant ce petit pas, vous enclencherez peut-être un mouvement plus vaste, qui changera graduellement votre quotidien. Et si jamais vous rencontrez des moments de découragement, rappelez-vous que de nombreux maîtres stoïciens, à travers des anecdotes parfois méconnues, ont démontré que l'on peut transformer son attitude face à des obstacles bien plus rudes,
que ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans cet esprit que l'on peut réellement s'approprier la force émotionnelle dont il est question depuis le début. Elle n'a rien de magique ou d'inaccessible. Elle n'est pas réservée à une élite insensible. Elle s'offre à quiconque accepte de cultiver, jour après jour, ce jardin intérieur où pousse la clarté d'esprit, la maîtrise de soi et l'acceptation du changement. En prenant pleinement conscience de la valeur d'une telle discipline, on se motive à poursuivre, parce que la récompense est immense. Un sentiment de paix que même les pires épreuves ne parviennent pas à détruire totalement, et une capacité à entrer en relation avec le monde et avec les autres de manière plus apaisée et constructive. Que cette prise de conscience vous accompagne dorénavant. Puissiez-vous avancer avec courage sur cette voie, en expérimentant vous-même les effets de ces quelques principes stoïciens. Puissiez-vous vous rendre compte à quel point cette pratique, à première vue très simple, peut vous conduire à des transformations intérieures profondes. Tout est entre vos mains, ou plus exactement, dans votre esprit. La philosophie stoïcienne est là pour vous rappeler que vous possédez déjà le potentiel nécessaire pour devenir plus fort et plus serein, à condition de consentir à ce travail patient et quotidien sur vous-même. Il ne reste plus qu'à commencer, pas après pas, en gardant à l'esprit la promesse d'un mieux-être concret et durable. Allez-y avec détermination et bienveillance envers vous-même, et vous verrez qu'il n'est jamais trop tard pour façonner une existence en accord avec la profondeur de vos aspirations. Si vous êtes encore là, si vous écoutez toujours, laissez un message en commentaire en écrivant « On continue » pour signifier que vous souhaitez poursuivre cette exploration. Cela me fera grand plaisir de savoir que l'élan se prolonge et que ces approches vous inspirent réellement. La philosophie stoïcienne, dans toutes ses nuances, constitue un territoire d'une richesse incroyable. Il ne faut pas hésiter à l'adapter à la vie d'aujourd'hui. Même 2 millénaires plus tard, il est saisissant de constater à quel point ces exercices de clarté d'esprit, d'acceptation active et de sobriété choisie restent pertinents. On n'a pas besoin d'adopter l'intégralité du stoïcisme pour en tirer des bénéfices concrets. Parfois, l'acceptation résolue d'un contretemps, la décision de bien réagir à une déception, ou le simple fait de voir dans chaque expérience l'occasion de grandir, peuvent suffire à transformer une journée. Le véritable défi consiste à persévérer, car la constance est la clé d'une véritable transformation intérieure. Puissiez-vous poursuivre sur ce chemin, avec confiance et curiosité, en sachant que vous avez en vous les ressources nécessaires pour accueillir ce qui advient, y trouver un sens et réinventer votre manière d'y répondre. C'est tout l'enjeu du travail stoïcien, ne pas se contenter de lire ou d'entendre des principes, mais les incarner peu à peu dans vos actions, vos choix et vos réflexes émotionnels. Le moment présent est toujours le meilleur point de départ pour cela. Alors, on continue.